Qu'est-ce qui se passe concrètement dans nos muscles lorsqu'ils se contractent? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous demander d'ouvrir et de fermer la main. Ce mouvement qui paraît pourtant totalement banal mobilise en réalité énormément de réactions chimiques, électriques et mécaniques qui sont parfaitement synchronisées. Quand votre muscle bouge, c'est pas parce que c'est lui qui l'a décidé, c'est parce que vous l'avez décidé. Et tout part en fait à partir du cerveau qui va envoyer un signal électrique qui va se propager en fait le long des nerfs. Ensuite, le signal électrique va rentrer au niveau des muscles, libérer du calcium et permettre la contraction musculaire. Mais on va voir tout ça de manière claire et détaillée dans la suite de cette vidéo. On va voyager à l'échelle du corps entier jusqu'à l'échelle moléculaire. On va parler d'ATP, de calcium, de myosine, d'actine, d'influx nerveux et comprendre comment tout ça fonctionne ensemble. L'objectif, ça va pas être simplement de réciter des mots compliqués, mais de vraiment comprendre la mécanique intime du mouvement. Et à la fin de cette vidéo, chaque contraction musculaire vous paraîtra beaucoup moins magique et beaucoup plus fascinante. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre corps, on a trois types de muscles. Les muscles lisses, le muscle cardiaque et les muscles striés squelettiques. Les muscles lisses sont aussi appelés les léomyocytes et on va les retrouver au niveau des organes, donc au niveau des intestins, au niveau de l'estomac, également au niveau des vaisseaux sanguins, et ils vont se contracter de manière autonome. Par exemple, au niveau des intestins, ils vont permettre de faire progresser le chyle grâce à un mouvement qu'on appelle le péristaltisme. Le muscle cardiaque peut se contracter de manière autonome, on l'appelle aussi le myocarde et il permet du coup de faire battre notre cœur. Les muscles striés squelettiques, qu'on appelle aussi les rhabdomyocytes, vont permettre tout ce qui est mouvement volontaire. Donc par exemple, lorsqu'on va courir, lorsqu'on va sauter, lorsqu'on va marcher, lorsqu'on va faire des tractions, des dips, des pompes, tout ça, ça va être les rhabdomyocytes. Alors quand on regarde un muscle comme ça, on dirait que c'est vraiment une masse compacte. Mais pourtant, si on regarde à l'intérieur, on voit que le muscle est organisé en plusieurs faisceaux et chaque faisceau contient plusieurs fibres musculaires. Les fibres musculaires sont en fait des cellules assez spéciales puisqu'elles vont être particulièrement longues, ça va être des cellules géantes en fait qui peuvent faire plusieurs centimètres de long et elles vont contenir énormément de noyaux, jusqu'à une centaine de noyaux. On parle alors de cellules multinucléées. Et du coup, à l'intérieur de ces cellules, donc à l'intérieur des fibres musculaires, on va retrouver plein de myofibrilles. Et les myofibrilles sont constituées elles-mêmes de petites unités contractiles qui sont placées bout à bout en fait, qu'on appelle les sarcomères. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que déjà, on peut retenir l'idée que les muscles se contractent parce que les sarcomères se contractent. Le sarcomère, du coup, c'est vraiment l'unité fonctionnelle du muscle. C'est vraiment l'unité de base. C'est la plus petite structure qui est capable de se contracter. Chaque sarcomère est délimité par deux lignes, qu'on appelle les lignes Z, et entre ces deux lignes, on retrouve les filaments fins d'actine et les filaments épais de myosine. Et quand on observe un sarcomère au microscope, on distingue différentes bandes, la bande A, la bande I et la ligne M. Et ces bandes correspondent simplement à la disposition régulière des filaments. Et ce qu'il faut comprendre du coup, c'est que lors de la contraction musculaire, il va y avoir un glissement des filaments fins d'actine par rapport aux filaments épais de myosine. Donc la contraction musculaire, c'est un phénomène de glissement. Et du coup, lorsque le muscle va se contracter, les lignes Z vont se rapprocher et lorsque le muscle va se relâcher, les lignes Z vont s'écarter. Maintenant, on va faire un petit focus sur les protéines qui sont hyper importantes pour la contraction musculaire. Tout d'abord, les filaments fins d'actine. Ils servent de support un petit peu comme un rail, mais un rail qui est protégé par deux protéines régulatrices, la troponine et la tropomyosine. La tropomyosine, c'est une protéine filamenteuse en fait qui va cacher les sites de fixation de la myosine au niveau de l'actine. Mais tout ça, de toute façon, on va le détailler juste après. Et du coup, les filaments épais de myosine sont en fait des protéines qui possèdent une tête qui agit comme un véritable moteur moléculaire. Cette tête peut fixer l'ATP, donc l'ATP c'est l'adénosine triphosphate, c'est en fait l'énergie qui est utilisée par notre corps pour produire par exemple une force mécanique, ce qui est capable de faire du coup la tête de la myosine, et en plus de ça, la tête de la myosine peut s'accrocher au niveau de l'actine. Donc maintenant, on va vraiment comprendre comment la contraction musculaire peut se faire. En fait, tout part déjà au niveau du cerveau. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, déjà on a l'intention de bouger, on a l'intention de contracter notre muscle. Et ça, du coup, c'est le cerveau qui va envoyer un signal électrique qui va se propager le long des nerfs et du coup qui va descendre jusqu'à une plaque qu'on appelle la plaque neuromusculaire. Donc en fait, quand le signal arrive, il y a le neurone qui va libérer un neurotransmetteur qu'on appelle l'acétylcholine. L'acétylcholine va se fixer au niveau de la fibre musculaire et déclencher du coup un potentiel d'action. Ce potentiel d'action va rentrer à l'intérieur de la fibre musculaire grâce à ce qu'on appelle les tubules T. Et ce signal va du coup provoquer la libération massive des ions calcium au niveau du cytoplasme de la cellule qui était en fait stocké au niveau du réticulum sarcoplasmique. Le calcium va se fixer sur la troponine, donc du coup c'est la protéine qu'on avait vue tout à l'heure et du coup ça va déplacer la tropomyosine. Les sites de fixation de la myosine sur l'actine vont être désormais accessibles et la contraction va pouvoir commencer. La contraction musculaire va reposer sur un cycle très précis.
Alors pour illustrer, je vais prendre mes mains. Donc du coup, imaginons que cette main-là, c'est les filaments d'actine et ma main-là, c'est du coup la tête de la myosine. Lorsqu'il n'y a pas d'ATP, donc lorsqu'il n'y a pas d'énergie, la tête de la myosine est fixée au filament fin d'actine. Lorsqu'il y a une molécule d'ATP qui arrive et qui se fixe au niveau de la tête de la myosine, ça va désolidariser la tête de la myosine de l'actine. Puis ensuite, l'ATP va être hydrolysé. Donc en gros, ça va permettre à la tête de la myosine de changer de configuration et de se charger en énergie. La tête va se fixer au niveau de l'actine et réaliser un coup de force. Et du coup, c'est ça qui va réaliser la contraction musculaire. Ça va être le coup de force de la tête de la myosine qui va faire glisser les filaments fins d'actine. Et du coup, le cycle va pouvoir recommencer. Donc, une molécule d'ATP va se fixer de nouveau sur l'actine, ça va détacher la tête. Puis ensuite, hydrolyse de l'ATP, hop, coup de force, et etc. En fait, ça va être vraiment un cycle continu qui va permettre la contraction du muscle. Et ce cycle va se répéter tant que le calcium est présent et que l'ATP est disponible. Donc il y a des millions de têtes de myosine qui vont travailler en même temps et ça va générer une contraction musculaire. Alors du coup, juste un petit aparté qui permet d'expliquer la rigidité cadavérique. En fait, après la mort, il n'y a plus de production d'ATP, il n'y a plus de production d'énergie et du coup, les têtes de myosine restent accrochées à l'actine et les muscles sont en permanence contractés. C'est ça qui explique en fait la rigidité cadavérique. Alors, on va parler maintenant de 3 types de contractions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le muscle se contracte de 3 manières différentes. Le muscle peut se contracter de manière concentrique où il va avoir un raccourcissement des fibres musculaires, peut se contracter de manière isométrique où il n'y a pas de changement de longueur et il peut également se contracter de manière excentrique où le muscle va s'allonger. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que chaque mouvement que tu réalises repose sur une mécanique microscopique d'une précision incroyable. L'actine, la myosine, le calcium et l'ATP travaillent ensemble pour transformer une intention en mouvement. Et comprendre le muscle, c'est comprendre le lien entre le cerveau, la matière et le mouvement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris plein de choses. Et bien sûr, comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous souhaite une excellente journée.